Mesdames et messieurs, notre prochain orateur n'a vraiment pas besoin d'une introduction ici pour deux raisons. Tout le monde qui s'intéresse un peu pour la phénoménologie contemporaine ne peut pas échapper à son nom. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'il est un des pères fondateurs de l'Erasmus Mundus Eurofilosophisches Urgestein. Et donc, il est quasiment une des raisons pour le fait que nous sommes rassemblés ici. Alors, je vous présente l'Asotème. La liberté comme causalité partielle. Je vais donner une conférence qui appartient, je crois, à ce qu'on pourrait nommer métaphysique phénoménologique. Que l'action humaine puisse susciter des conséquences qui ne faisaient pas partie de l'intention originelle de l'agent est une observation au moins aussi vieille que la tragédie grecque. Il suffit d'évoquer la figure sophocléenne du roi Oedipe, qui ne veut que se manger d'un étranger orgueilleux, mais qui en même temps, à son insu et sans le vouloir, tue son père. Certes, depuis l'Antiquité grecque, la civilisation occidentale n'a jamais cessé de prendre la défense des agents contre le tragique de l'action. Pourtant, jamais cette défense ne put s'étendre à toutes les dimensions de l'activité humaine. Et dans l'histoire, l'action reste toujours exposée au tragique. Dans ses leçons sur la philosophie de l'histoire du monde, par exemple, Hegel met en nu le tragique de l'action en montrant que, je cite, dans l'action immédiate, il peut y avoir plus que dans la volonté et la conscience de l'agent, et que, souvent, l'action se retourne contre celui qui l'accomplit en provoquant une répercussion qui écrase l'agent. La philosophie analytique de l'action est récemment parvenue à mettre en évidence un trait structural de l'action qui, d'ores et déjà, l'expose au tragique. Il s'agit d'une caractéristique générale qui est valable pour l'action comme telle. D'une part, chaque action peut être décrite de plusieurs manières différentes, et parmi les différentes descriptions d'une même action, il y en a certaines pour lesquelles l'action n'est pas intentionnelle. Mais d'autre part, s'il y a une seule description qui fait apparaître un comportement comme intentionnel, alors ce comportement est une action, et cette action sera attribuée à l'agent dans toutes les descriptions qui s'appliquent à elle. C'est pourquoi, de toute nécessité, l'agent est considéré non seulement comme l'auteur de ses actions intentionnelles, mais aussi comme l'initiateur des conséquences non intentionnelles de ses actions. L'action peut s'affranchir de l'intention de l'agent. Pourtant, même déliée de cette intention, elle reste une action de cet agent. Si elle est attribuée à l'agent, ses conséquences, elles aussi, le seront. C'est pourquoi Donald Davidson dit à juste titre que, je cite, « toute conséquence constitue une action et que l'agent suscite ce que ses actions suscitent. » Il n'est pas difficile de voir que ce trait structural de l'action est à la racine du tragique dénoncé par Hegel. Il s'agit d'un trait qui est apte à mettre ou à remettre en question
la liberté de l'agent. Il en résulte un dilemme fondamental. En engendrant des conséquences non intentionnelles, les actions se soustraient à la disponibilité de l'agent, auquel elles restent pourtant attribuées et imputables. Si la liberté d'agir est inséparable de l'imputabilité et de la responsabilité, l'agent se trouvera obligé de rendre compte de ses actions, y compris de leurs conséquences non intentionnelles sur lesquelles il n'a pourtant pas d'emprise. Quelle absurdité, pourrait-on dire? De deux choses l'une. Ou bien nous sommes libres d'agir et alors nous possédons une emprise sur notre action. Ou bien nous ne contrôlons pas notre action et alors nous ne sommes pas libres d'agir. Pourtant, le dilemme fondamental de la liberté d'agir indique que ces alternatives nettement distinguées ne s'appliquent pas du tout à l'action réelle. Pour surmonter la difficulté soulevée par ce dilemme, la notion d'une causalité partielle se prête à notre considération. Elle a été indiquée, plutôt que proposée, par Paul Ricoeur dans le débat que dans Soi-même comme un autre, il menait avec Donald Davidson et la philosophie analytique de l'action. La notion d'une causalité partielle a une double affiliation. D'une part, elle renvoie à Kant, qui fut le premier à concevoir la liberté comme causalité. D'autre part, elle s'appuie sur Aristote, qui, dans le troisième livre de l'Éthique à Nicomaque, a montré comment le processus de formation de nos dispositions ou habitus, excès, se soustrait à notre emprise, puisque, je cite Aristote, ce n'est qu'au début que nous en sommes les maîtres. Mais qui, Aristote, a en même temps mis en évidence que nous sommes tout de même responsables ou co-responsables pour ce processus de formation. Puisque, je cite encore une fois Aristote, en quelque sorte, nous sommes bien nous-mêmes partiellement cause de nos propres dispositions ou de nos propres habitus excès. Partiellement cause, le terme grec employé ici est sunaitios. Nous sommes sunaitioi, partiellement cause de nos propres dispositions. Dans la présente étude, notre pari est qu'en adoptant ce double héritage, kantien et aristotélicien, nous pourrons nous frayer une nouvelle loi pour penser la liberté d'agir. Pourtant, il est loin d'être clair comment la restriction aristotélicienne imposée à l'idée kantienne d'une causalité censée être inconditionnée peut fonder une conception cohérente de la liberté. Par conséquent, pour prometteuse qu'elle soit, la notion d'une causalité partielle attend encore sa clarification conceptuelle. C'est à cette tâche que les considérations suivantes seront consacrées. Notre démarche se développera en 3 étapes. Tout d'abord, nous essayerons de faire voir la liberté comme une capacité à prendre une initiative. Ensuite, nous nous attacherons à mettre en évidence sous quelles conditions cette capacité rend également possible
le choix et la décision. Finalement, nous nous interrogerons sur le sens d'une liberté d'agir qui ne se manifeste que comme une causalité partielle. Et j'en viens à la première partie, qui est intitulée « La liberté comme capacité à prendre une initiative ». La notion d'une causalité partielle se base sur l'hypothèse d'origine aristotélicienne, selon laquelle, nous le citons encore une fois, nous sommes maîtres du début de nos actions. Nous sommes maîtres du début de nos actions, même si parfois leurs conséquences ultérieures se soustraient à notre emprise. Selon cette hypothèse, l'initiative n'est au moins pas arrachée à l'agent. Bien évidemment, les neurophysiologistes ont récemment émis un doute même sur cette hypothèse. L'expérience célèbre accomplie par Benjamin Weber après l'initiative prise par Hans Kornhuber et Luther Decker indique que le moment où le potentiel d'être prêt à accomplir une action, en allemand Bereitschaftspotenzial, en anglais Readiness Potential, c'est un terme technique, donc le potentiel d'être prêt à accomplir une action, fait son apparition dans le cerveau, excusez-moi, le moment où le potentiel d'être prêt à accomplir une action fait son apparition dans le cerveau, précède le moment où la décision consciente est prise. Bien évidemment, la différence est minime, environ 350 millisecondes, et son origine n'est pas claire. Néanmoins, des scientifiques et des philosophes d'inspiration positiviste et réductionniste ne tardent pas à en déduire que nos actions sont déterminées par des processus cérébraux et que par conséquent, comme Gerhard Roth en Allemagne le dit expressément, c'est notre cerveau et non pas notre volonté consciente qui décide de nos actions. Mais en réalité, rien n'est moins sûr. En faisant abstraction des difficultés qui résultent de l'utilisation d'un chronomètre capable de mesurer le temps en millisecondes, mais qui, à vrai dire, ne se prête pas à la détermination du temps par des sujets d'expérience accoutumés plutôt à des minutes et à des heures, à des millisecondes, nous pouvons formuler une objection principale à la conclusion en question qui n'a rien à voir avec les difficultés de cette espèce, mais qui s'impose bien plutôt par l'observation que l'émergence précoce du potentiel d'être prêt à accomplir une action dans le cerveau peut bien être due à la décision préliminaire de participer à l'expérience et, en particulier, à se préparer à indiquer le temps précis de la décision consciente au moyen de chronomètres entièrement inhabituels. Pour cette raison, on ne risque pas de contredire les résultats bien établis des neurophysiologistes lorsqu'on assume l'existence d'une certaine liberté comme capacité à prendre une initiative. Il y a pourtant aussi des neurophilosophes plutôt que des neurophysiologistes qui, comme les matérialistes et lumières, veulent réfuter l'existence de cette liberté en se réclamant d'un déterminisme causal de type laplacien. Bien évidemment, selon la mécanique quantique, dans le monde des particules ultimes de la matière, le déterminisme causal ne semble pas être sans faille.
mais il est probable que les processus étudiés par la mécanique quantique ne jouent aucun rôle immédiat dans nos actions macroscopiques. Pourtant, l'objection basée sur l'idée d'un déterminisme sans faille ne remet aucunement en doute notre hypothèse selon laquelle dans le monde il y a une certaine liberté comme capacité à prendre une initiative. Nous partageons en effet la conviction kantienne selon laquelle la liberté n'implique aucun indéterminisme, celle-ci se trouvant dès lors compatible avec un déterminisme causal, même sans faille. C'est ici pourtant que la question proprement philosophique émerge. Il s'agit de la question de savoir comment la détermination causale et la liberté s'articulent dans le rapport mutuel. Kant indique une réponse à cette question en montrant que la liberté ne serait pas possible si la détermination causale caractéristique des processus de la nature était le seul type de détermination envisageable. Pour faire valoir l'idée centrale contenue dans cette réponse, il n'est pas nécessaire d'accepter la thèse kantienne selon laquelle un autre type de détermination implique nécessairement l'existence de mondes purement intelligibles au nouménal, c'est-à-dire en termes nietzschéens, celle d'un arrière-monde métaphysique. Comme Nikolai Hartmann, penseur originellement néo-kantien de l'école de Marbourg, l'a montré, le compatibilisme proposé par Kant peut être distingué et dégagé de ce présupposé métaphysique, traditionnellement métaphysique, sur lequel il s'est appuyé dans sa première apparition historique. C'est pour adopter une vue compatibiliste, car pour adopter une vue compatibiliste, il suffit de dire, je cite Nikolai Hartmann, la liberté n'est possible que s'il y a au moins deux types de détermination qui, dans un même monde, sont superposés l'un à l'autre. Fin de citation. Ainsi, la question de l'articulation entre la détermination causale et la liberté se transforme-t-elle en la question de savoir comment deux types différents de détermination sont superposés l'un à l'autre dans un même monde, et non pas dans deux mondes différents. Mais y a-t-il dans notre monde, hormis la causalité naturelle, encore un autre type de détermination? Si nous n'interrogeons que notre expérience, c'est-à-dire si nous adoptons ici une voie phénoménologique, notre réponse sera sans ambiguïté affirmative, car nous avons tous une expérience de la détermination de nos actions par les femmes que nous poursuivons, les projets que nous nous proposons, les valeurs que nous reconnaissons, les idéaux que nous nous efforçons de réaliser. En nous fondant sur cette expérience, nous opposons la téléologie de nos actions à la causalité caractéristique des processus naturels. Phénoménologiquement, le rapport final, le rapport téléologique, se distingue clairement de la relation causale propre au processus naturel, car la téléologie de l'action est marquée par une structure complexe qui englobe trois éléments majeurs. Premièrement, le but ou la fin qui anticipe sur l'avenir en sautant un intervalle de temps. Deuxièmement, toute une série de moyens
qui sont choisis à contre-courant du flux temporel en adéquation aux exigences déterminées par la fin. Et finalement, une relation causale propre au processus naturel qui, au sein du rapport final, du rapport téléologique, deviennent des instruments de la réalisation de l'état futur donné en guise du but ou de fin. Il résulte de cette analyse structurale du rapport final que la téléologie de l'action se distingue de la causalité naturelle puisqu'elle l'intègre en elle-même, sans pourtant s'y réduire. Loin d'exclure la relation causale propre au processus naturel, le rapport final l'inclut bien plutôt en elle-même. C'est ce que, dans la science de la logique, Hegel désigne par son terme de ruse de la raison, List der Vernunft. Pourtant, comment la causalité naturelle se laisse-t-elle mettre au service de nos fins? C'est encore dans la science de la logique de Hegel qu'on trouve la réponse la plus claire à cette question. Tout comme Leibniz, Hegel voit clairement que la causalité naturelle présuppose une totalité entière de conditions différentes. Le but de son analyse de la causalité naturelle consiste à mettre en évidence que la coappartenance de ces conditions reste toujours contingente. C'est pourquoi, selon lui, le concept d'une nécessité réelle ne suffit pas tout seul à caractériser d'une manière adéquate la causalité naturelle. Il faut ajouter que la nécessité réelle se révèle être en elle-même aussi une contingence. Cette idée dialectique se base sur l'observation dialectique parce que la nécessité réelle se dévoile comme une sorte de contingence. Cette idée dialectique se base sur l'observation que la nécessité réelle se relie à une totalité de conditions, à vrai dire, plus ou moins toujours hétérogènes, qui par conséquent ne sont pas nécessairement ensemble. Si toutes les conditions sont ensemble, alors le processus naturel est nécessaire. Mais que ces conditions soient ensemble, cela n'est pas nécessaire, c'est contingent. Cela ne dépend pas simplement de la nature de ces conditions. Il s'ensuit que quelques conditions peuvent faire défaut, ou bien d'autres conditions peuvent s'y joindre. La conséquence en est qu'un court événement produit par la causalité, que le court événement produit par la causalité naturelle sera plus ou moins différent. Comme c'est avec la même nécessité réelle que ce nouveau court événement se fera valoir, le déterminisme causal ne sera pas en fin. Mais il deviendra clair que le déterminisme causal laisse toujours plusieurs directions ouvertes que les événements du monde peuvent prendre. Puisque la nécessité réelle se relie à une totalité de conditions plus ou moins hétérogènes, qui, même en leur coappartenance éventuelle, sont contingentes les unes pour les autres, la chaîne causale de la nature peut toujours être détournée ou déviée. Elle peut être détournée ou déviée. C'est un terme utilisé par Nikolai Hartmann, Ablenkung der Kausalprozesse.
C'est cette contingence propre à la causalité naturelle qui rend possible la ruse de la raison et avec elle la liberté requise par la téléologie de l'action. Dans son livre sur Hegel, Bernard Mabille dit à juste titre « La liberté est assomption de la contingence ». Et il a raison d'y ajouter qu'en même temps, la contingence est l'épreuve de la liberté. Mais comment est-ce donc que le rapport final intègre en lui-même la relation causale? La science de la logique de Hegel donne une réponse finale à cette question par faire remarquer que la raison rassemble les conditions requises pour la réalisation d'une fin particulière en une notion unique, en les posant comme identiques au simple concept. C'était une citation. Autrement dit, c'est le concept de la raison qui impose une nécessité à la coappartenance des conditions en elles-mêmes contingentes. Bien entendu, il s'agit d'une nécessité téléologique au final, qui ne se confond pas avec la nécessité réelle, caractéristique des processus causaux de la nature, mais qui se superpose à celle-ci. Cette superposition de deux nécessités différentes, d'une nécessité causale et naturelle et d'une nécessité conceptuelle ou téléologique, cette superposition de deux nécessités différentes indique comment nos actions sont surdéterminées. La femme s'ajoute comme un facteur déterminant de type nouveau au facteur déterminant propre à la causalité naturelle, en comportant un surplus de détermination, un hyperdéterminisme, et ayant pour conséquence une surdétermination de l'action. C'est la possibilité d'une telle surdétermination de l'action qui est à la racine de la liberté comme capacité à prendre une initiative. Deuxième partie, la liberté comme capacité à choisir et à prendre une décision. Il y a une objection formulée maintes fois au cours de l'histoire de la philosophie moderne qui s'oppose à l'interprétation de la liberté comme surdétermination. Il s'agit de l'objection selon laquelle il n'est qu'un faux semblant que la fin soit un facteur déterminant de nouveau type par rapport au facteur déterminant propre à la causalité naturelle. Ainsi, par exemple, à Spinoza, ce qui indique que, je cite Spinoza, toutes les causes finales ne sont que des fictions humaines. Selon lui, ce ne sont pas les fins, mais seulement les affects et surtout les désirs qui déterminent les actions. Cette position a ses adhérents jusqu'à nos jours. À notre époque, cependant, la discussion tourne surtout autour d'une position comparable, mais un peu plus raffinée, qui a été proposée originellement par Donald Davidson il y a presque 50 ans. Dans son essai sur Actions, Reasons and Causes, Davidson s'est attaché, tout comme Spinoza, à réduire la téléologie de l'action à la causalité naturelle, mais contrairement à Spinoza, sans émettre un doute sur l'existence réelle des fins et des intentions d'agir. Il a suivi la stratégie de double assimilation ou identification. Tout d'abord, il a identifié l'intention de l'agent à sa raison d'agir pour en venir à l'assimilation de la raison d'agir à la cause de l'action. Par cette stratégie, il voulait montrer que la fin poursuivie par l'action n'établit pas
n'établit pas un nouveau mode de détermination, mais elle s'insère dans le cadre de la causalité naturelle. Pour soutenir cette thèse, il a apporté l'argument que l'intention d'agir est enracinée dans un désir d'accomplir une action spécifique, ou plus généralement, dans une attitude favorable à l'accomplissement de cette action, et que la genèse de ce désir ou de cette attitude est un événement psychique qui peut être mis en rapport causal avec l'action elle-même. Donc il n'y a pas de deux types de détermination, même s'il y a une fin réelle. Parce que cette fin réelle est une cause naturelle. Davidson a opposé cette conception à la philosophie post-wittgensteinienne de l'action, qui avait tenté d'établir une différence catégoriale entre les causes naturelles et les raisons d'agir. Cette tentative de penseurs comme Abraham Melton, Stuart Hampshire et Elizabeth Anscombe était d'autant plus étonnante que la catégorie du désir, comme Ricoeur le dit à juste titre, je cite Ricoeur, se propose comme une catégorie mixte dont la pertinence est éludée dès lors que pour des raisons logiques, on tire le motif du côté de la raison d'agir. Fin de citation. En effet, le désir n'a jamais seulement sens, mais toujours aussi force. Par conséquent, il relève tout aussi bien du registre de l'énergie physique que de celui de la justification de l'action. C'est pourquoi il n'est pas seulement la raison d'agir, mais aussi le motif de l'action. C'est-à-dire la force propulsive qui la suscite. On n'est donc pas surpris de voir que l'opposition entre cause naturelle et raison d'agir se trouve remise en question. De toute évidence, c'est à juste titre que Davidson combat le dualisme des penseurs post-wittgensteiniens, mais il tombe dans l'extrémité opposée lorsqu'il réduit la raison d'agir à un motif de l'action et par là à une cause naturelle. Il y a quelque chose dans la téléologie de l'action qui résiste à toute réduction de cette sorte. C'est que la raison d'agir n'est jamais seulement force, mais toujours aussi sens. Bien évidemment, on peut accepter l'idée que le désir sert de force propulsive à l'action. Mais on doit ajouter qu'il ne se présente, que le désir ne se présente comme une raison d'agir qu'à un agent qui est capable d'être déterminé aussi par le sens et non seulement par la force. Sans doute, ce n'est pas sans fondement raisonnable que Spinoza ou Davidson contestent l'opposition habituelle de la téléologie de l'action à la causalité naturelle. Le contenu de la femme est le désir, et le désir peut en effet être regardé comme une cause naturelle. Mais Hegel admet que quant à ces femmes, l'être humain reste subordonné à la nature. Selon lui, ce sont seulement les moyens ou les instruments qui donnent à l'homme néanmoins un pouvoir sur la nature. Pourtant, la femme ne se réduit pas sans reste au désir. Elle n'a pas seulement nature et force, mais aussi raison d'agir et sens. Et si l'agent est vraiment capable d'être déterminé par le sens, et non pas seulement par la force, c'est-à-dire déterminé par un mot, déterminé par une proposition qui a une signification, et non pas seulement par la force, alors il y a dans le monde un autre mode de détermination, hormis la causalité naturelle. Quel est pourtant le porteur spécifique de cet autre mode de détermination?
s'il n'est pas la fin qu'on aime. Le grand mérite de Kant consiste à avoir posé cette question en termes précis. Pourtant, sa réponse nous met sur une voie qui n'est pas entièrement incontestable. Dans la critique de la raison pure, Kant dit, je cite, « Le devoir exprime une espèce de nécessité et une liaison avec des fondements, ou plus précisément avec des raisons d'agir, qui ne se présentent point ailleurs dans toute la nature. » Donc le devoir est, selon Kant, le porteur spécifique de notre mode de détermination de la volonté. Le devoir. Dans le passage justement cité, le mot français devoir est l'équivalent du Sollen allemand. Il ne doit donc pas être appris au sens plus étroit de devoir éthique, Pflicht. En effet, selon les fondements de la métaphysique des mœurs, ce n'est pas seulement l'impératif catégorique qui est caractérisé par un Sollen, mais aussi les impératifs hypothétiques. Quand dit, tous les impératifs sont exprimés par le verbe devoir, sollen. Par conséquent, le devoir, au sens verbal de ce mot, sollen, n'est pas propre au commandement, loi de la moralité, mais il convient aussi aux règles de l'habileté, c'est-à-dire aux impératifs techniques, et au conseil de la prudence, aux impératifs pragmatiques. Pourtant, il s'agit toujours des impératifs qui exercent une contrainte, une nœud sur la sensibilité. Selon cette démarche normative et prescriptiviste, la seule puissance déterminatrice qui ne se laisse pas réduire à une force naturelle est la contrainte exercée par une pensée prononcée au mode impératif. Il ressort des fondements de la métaphysique des mœurs que l'impératif ne parvient à se faire valoir comme loi et par là à déployer toute sa puissance déterminatrice que dans le cas de n'être pas purement rationnel. Il s'ensuit qu'il ne détermine l'action de l'être humain que dans la mesure toujours limitée où celui-ci se comporte comme un être purement rationnel. De toute évidence, c'est une opposition stricte et rigide entre la raison et le désir qui se trouve à la racine de cette conception. Le terme d'inclination, naïgou, utilisé régulièrement par Kant dans ce contexte, ne se réfère, selon sa propre définition, qu'à un désir habituel. L'inclination est un désir habituel. La conséquence en est double. D'une part, il en résulte que la détermination par les impératifs ne fonde qu'une liberté de la raison universelle dans l'être humain. La liberté de la raison universelle dans l'être humain, sans parvenir à fonder sa liberté personnelle et individuelle. D'autre part, il en découle une conception selon laquelle la liberté est inséparable de la loi morale, de sorte qu'elle n'est en réalité qu'une capacité à choisir le bien. Cette dernière conséquence soulève une difficulté pour Kant lui-même, qui essaie de la surmonter par sa théorie profonde, mais antinomique, du mal radical. C'est Schelling qui, dans son traité de l'essence de la liberté humaine, lui opposera sa notion célèbre de la liberté comme capacité à faire le bien et le mal, comme Vermögen zum Guten und zum Bösen.
La première conséquence, celle d'un rationalisme et universalisme incapable de fonder la liberté personnelle et individuelle, sera dénoncée surtout par Max Scheler et Nikolai Hartmann. Mais si l'idée d'une contrainte indiquée par le verbe devoir conduit à des conséquences tellement problématiques, on doit se demander s'il ne peut pas y avoir un autre porteur spécifique du mode de détermination différent de la causalité naturelle. Or, il y a certainement un candidat à ce statut qui au moins se prête à notre considération. C'est l'appel, évoqué maintes fois par Lévinas et mis récemment au centre de la nouvelle phénoménologie en France et en Allemagne par Marion Chrétien et Waldenfels. Heidegger déjà avait conçu la liberté comme une ouverture pour et aussi comme une réponse ou même une correspondance à l'appel de l'être. À notre époque post-nietzschéenne, l'appel a un avantage décisif par rapport au devoir, Zola. Il ne se laisse pas opposer au désir. Bien évidemment, ce n'est pas le désir qui engendre l'appel. C'est bien plutôt l'appel qui suscite le désir. Mais alors que le devoir ne fait que restreindre et contraindre le désir, l'appel en appelle à celui-ci. L'appel en appelle au désir. Un autre avantage majeur de l'appel par rapport au devoir et qui prolonge l'argument précédent, c'est que l'appel n'exige pas d'obéir, seulement de répondre. C'est pourquoi il rend possible une liberté personnelle. Il s'exprime typiquement à la deuxième personne lorsqu'il s'adresse à l'agent pour le pousser à agir. À l'opposé du devoir, il ne soumet pas la personne à laquelle il s'adresse à une loi universelle, mais il lui donne à répondre à partir de sa propre initiative. Il y a encore un troisième avantage de l'appel par rapport au devoir qui prolonge le deuxième. C'est que le mot appel peut toujours être utilisé au pluriel, alors qu'il n'y a qu'un seul impératif catégorique, qu'une seule loi morale, et dans chaque situation concrète, qu'un seul devoir à accomplir, selon Kant. Dans son ouvrage tardif, Métaphysique des mœurs, Kant dit, en effet, sans hésitation, obligationes non colliduntur, c'est-à-dire une collision de devoirs et d'obligations n'est même pas pensable. Il s'ensuit que la liberté rationnelle, qui selon Kant est nécessairement en accord avec le devoir, la loi et l'impératif catégorique, ne peut pas être une capacité à choisir et à prendre une décision. La liberté rationnelle ne peut pas choisir parce que la liberté rationnelle est de toute nécessité toujours en accord avec l'impératif catégorique. Elle est une liberté pour le bien et seulement pour le bien. Selon la définition de Kant, même si cela pose à Kant lui-même un grand problème, et même si Kant essaye de trouver une solution pour ce problème, dans son essai surtout dans son essai sur le mal radical. Il en est tout autrement de l'appel. Celui-ci entre perpétuellement en conflit avec d'autres appels, de sorte que la liberté personnelle se trouve constamment invitée à choisir entre des alternatives différentes et à prendre une décision
préférant tel ou tel appel aux autres, ou bien en adoptant un procédé particulier pour rendre justice à tous les appels importants dans une situation concrète. Localisé dans un champ d'appel concurrent qui, dans des situations concrètes, ne cesse d'entrer en conflit les uns avec les autres, la liberté comme capacité à choisir et à prendre une décision n'a rien à voir avec l'indifférence du libre arbitre, au sens cartésien de ce mot. Elle ne reste pas indifférente par rapport aux appels concurrents. Ils la concernent sans exception. Ils aspirent tous à la déterminer, même s'ils n'y parviennent pas immédiatement et sans délai. Il s'ensuit qu'elle ne présuppose aucun indéterminisme, mais reste en accord avec l'interprétation de la liberté comme surdétermination de l'action. Elle se fonde sur un mode de détermination différent de la causalité naturelle, dont les porteurs spécifiques sont précisément les appels auxquels elle est confrontée. C'est toujours en réponse à ces appels qu'elle choisit entre les différents cours d'action que ceux-ci indiquent. C'est donc en raison de ces appels qu'elle se décide pour l'une des alternatives et contre les autres. En contraste avec la causalité naturelle, la détermination par le sens ne requiert rien de plus que précisément cette en raison de. En effet, une action est déterminée par un appel si elle est accomplie en raison de lui. Donc, l'appel ne détermine pas la volonté en guise d'une force. Il détermine la volonté de la manière suivante. C'est en raison de cet appel que j'accomplis l'action. Cette liberté comme capacité à se décider pour et contre. Freiheit des Für und Wider. Une liberté, la liberté comme une capacité à se décider pour et contre, est en même temps une capacité à faire le bien et le mal au sens de Shelley. Comme Heidegger le dit dans son premier cours de l'essence de la liberté humaine de Shelley, il faut mettre l'accent sur les. Dans cette formule, c'est-à-dire dans la formule bien et mal, l'accent doit être mis sur les. Dans cette formule bien et mal, le bien et le mal, et on ne doit nullement remplacer cette particule et par le mot ou, dont l'utilisation semblerait éventuellement être plus pertinente au moins à première vue. La liberté qui se décide pour l'une des alternatives et contre les autres n'est jamais d'ores et déjà en accord avec le bien. Elle doit lutter contre le mal en elle-même, en le posant et l'assumant, mais aussi en le surmontant et le domptant, pour pouvoir être en accord avec le bien. Même si elle choisit le bien, cette décision n'abolit jamais en elle la capacité à choisir le mal. À l'opposé de la liberté rationnelle de fond, la liberté personnelle est, en ce sens, une capacité à se décider pour et contre. Par conséquent, elle n'est pas inséparable de la moralité, comme chacun, mais elle peut prendre ses distances par rapport à celle-ci. C'est pourquoi elle est une liberté, non seulement menacée par le mal, mais aussi exposée au tragique de l'action. Troisième partie, la liberté d'agir comme causalité partielle. La liberté d'agir ne se réduit pas à la liberté requise par une initiative, un choix et une décision. Elle n'est pas seulement une capacité métaphysique,
mais aussi un droit social et politique. Pourtant, ce qui nous intéresse ici, plus particulièrement, est qu'elle soulève aussi une nouvelle difficulté métaphysique qui résulte surtout des conséquences non intentionnelles de l'action. Le problème n'est pas que dans l'action, la liberté se révèle être une causalité qui, comme toute causalité, produit des effets dans le monde. Le problème est bien plutôt que ces effets confèrent, pour ainsi dire, par ricochet, une empreinte modifiée et parfois même profondément changée à l'action originelle. C'est surtout le cas avec les effets qui ont le caractère des conséquences non intentionnelles de l'action. Oedipe ne veut que se venger d'un étranger orgueilleux. Mais en réalité, à son insu et sans le vouloir, il tue son propre père. Par conséquent, son action n'est pas seulement un acte de vengeance, mais aussi un acte de parricide involontaire. La conséquence non intentionnelle de cette action confère un nouveau sens à l'action originelle. Cette action originelle n'est plus une vengeance, n'est plus un acte de vengeance, mais aussi un parricide. C'est-à-dire la signification de l'action originelle a changé à cause d'une conséquence non intentionnelle de cette action. Une conséquence non intentionnelle a donc changé ici le sens même de l'action originelle. Rétrospectivement, il devient clair que Oedipe n'a pas seulement fait ce qu'il a voulu, mais qu'il a commis aussi quelque chose d'autre qu'il ne voulait pas. Comme surtout dans le contexte de l'histoire, toute action est susceptible d'engendrer des consciences non intentionnelles. La question se pose de savoir si la liberté d'agir ne se dévoile pas, en dernière instance, comme une pure et simple illusion. En effet, l'agent ne maîtrise jamais le cours intégral de son action, précisément parce qu'il n'a pas d'emprise sur les conséquences non intentionnelles que celles-ci suscitent et engendrent. Kant ne voyait pas de difficulté majeure dans l'émergence de telles conséquences parce qu'il les attribuait à la causalité naturelle. Pourtant, à vrai dire, cette stratégie ne peut pas être couronnée de succès. L'action ne se laisse pas isoler de ses conséquences non intentionnelles, qui bien au contraire entrent dans son sens et par là lui confèrent un nouveau caractère. C'est pourquoi on n'est pas surpris de voir que dans la petite étude du prétendu droit de mentir par humanité, écrite über ein vermeintliches Recht aus Menschenliebe zu lügen, écrite en réponse à une question posée par Benjamin Constant, l'essai de Kant d'attribuer les conséquences non intentionnelles de l'action à la causalité naturelle en les soustrayant à toute responsabilité morale, conduit à une position qui a été souvent considérée comme contestable, même ou bien surtout du point de vue éthique. Pourtant, il serait prématuré de rejeter pour cette raison la liberté d'agir. La liberté est capacité et puissance, mais elle n'a pas nécessairement maîtrise et pouvoir. Bien évidemment, Kant voit clairement qu'une action qui induit des conséquences non intentionnelles ne relève pas entièrement de la causalité libre. Ce n'est que partiellement qu'une telle action est accomplie par l'agent, car en ce que concerne l'émergence de ces conséquences non intentionnelles, elle est passivement subie par l'agent. Comme surtout dans le contexte de l'histoire,
toute action est susceptible d'engendrer des conséquences non intentionnelles. La liberté d'agir n'est jamais plus qu'une causalité partielle. Pourtant, ce que Kant ne voit pas clairement, c'est que la surdétermination de nos actions ne s'arrête pas devant leurs conséquences non intentionnelles. Au contraire, elle les englobe. Par conséquent, si nous pouvons affirmer avec Aristote que nous sommes maîtres du début de nos actions, cette causalité partielle se manifeste encore comme une liberté d'agir. Mais en quel sens une causalité partielle peut-elle être nommée liberté? Qu'est-ce qui s'appelle liberté ici, dans cette causalité partielle? La réponse devient claire si nous considérons l'action et ses conséquences non intentionnelles sous un nouveau jour. L'agent accomplit son action avec une intention particulière, mais il ne sait pas encore comment son action sera modifiée par les conséquences non intentionnelles qu'elle provoque. Il ne l'apprendra que s'il en a l'expérience. Sa liberté d'agir ne consiste pas à contrôler le cours intégral de son action. En ce sens d'un contrôle, il n'y a pas de liberté. Elle consiste bien plutôt à être ouvert pour en avoir l'expérience et capable de déployer une réaction sur elle, sur cette expérience. Cette ouverture réactive présuppose la liberté, donc ma formule pour la liberté comme causalité partielle est ouverture réactive. C'est la liberté. Ouverture à une expérience qu'on a du destin de son action et la capacité de réagir à cette expérience. Cette ouverture réactive présuppose la liberté comme capacité à prendre une initiative et comme capacité à choisir et à décider dans un champ d'appel concurrent. Mais elle intègre l'initiative, le choix, la décision dans un concept de liberté qui ne se réfère plus à un acte instantané, mais qui s'applique bien plutôt à une attitude habituelle. C'est l'attitude habituelle d'être ouvert à l'expérience qu'on a du destin de son action et d'être capable de déployer une réaction à cette expérience qui montre comment la restriction aristotélicienne peut être imposée à l'idée kantienne d'une causalité libre. Donc c'est la synthèse que je vous propose entre Kant et Aristote. Il importe de voir une synthèse qui est rendue possible par une certaine critique de Kant. Ce qui a été critiqué chez Kant, c'était la conception d'une causalité inconditionnée, d'une causalité nominale qui se distingue absolument de la causalité naturelle. Il importe de voir que la liberté n'est pas seulement une qualité des actes singuliers, mais bien plutôt une attitude habituelle propre à la personne de l'agent. Cette observation soulève une difficulté que nous voulons exposer pour conclure. C'est que de toute évidence, la liberté est bien une causalité partielle, mais elle contient en elle-même un moment de surplus par rapport à celle-ci. Si elle n'est pas seulement une qualité des actes singuliers, mais d'une façon plus originaire, une attitude habituelle caractéristique de la personne de l'agent. Une question émerge que nous voudrions formuler sans pouvoir l'aborder ici en sa totalité. Il s'agit de la question de savoir si la liberté comme attitude habituelle n'est pas une condition indispensable
pour articuler le monde selon des rapports causaux. C'est peut-être ce qui est indiqué par la formule heideggerienne de la liberté comme fondement du fondement, comme Grund des Grundes. Cependant, ce n'est plus la tâche de la présente étude de montrer en détail comment cette question peut être traitée. Ici, nous pouvons nous contenter d'une seule indication. Il faut absolument éviter le danger de prendre la formule heideggerienne d'un fondement du fondement au sens d'une métaphysique dogmatique et traditionnelle, qui prétend déterminer les premiers principes et les causes premières de l'état en tant qu'état. La liberté, comme attitude habituelle, caractéristique de la personne de l'agent, est bien une condition indispensable pour articuler le monde selon des rapports causaux. Mais elle n'est nullement un premier principe ou une cause première qui établit ou institue ces rapports dans le monde. Car n'étant qu'une ouverture pour avoir l'expérience du destin de l'action dans le monde, une capacité à déployer une réaction sur cette expérience, l'attitude habituelle dont il s'agit ici n'a rien à voir avec une emprise fondatrice ou créatrice sur les rapports causaux du monde. Ce n'est pas la liberté qui introduit les rapports causaux dans le monde. Si la liberté est le fondement du fondement, elle est un fondement sans fond, un Abgrund, comme Heidegger l'appelle, qui ne se confond ni avec un premier principe, ni avec une cause première. C'est par conséquent seulement en tant que causalité partielle qu'elle donne lieu aux rapports causaux dans le monde. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup pour cette conférence très riche et très subtile. Vous êtes libre de poser des questions. Bonjour. Il me semble que votre réponse aux neurophysiologiques qui utilisent le résultat de Liebet pour nier la présence d'une libre-volonté est finalisée à souligner la présence d'une dimension téléologique et conceptuelle qui pose les conditions de la causalité mécanique au niveau naturel. Mais ma question serait, si j'ai bien compris, quelle est la théorie de la conscience qui soutient cette thèse? Donc, est-ce qu'il y a une opposition entre ces dimensions téléologiques et cette contingence qui dépend de capacités conceptuelles et donc aussi d'une certaine façon propositionnelle et qui serait comparable à une dichotomie entre les espaces des raisons et l'espace des causes, ou est-ce qu'il y a une possibilité d'intégration? Et donc je pense surtout aux conséquences à propos de la cognition animale dans les cas où les capacités propositionnelles et conceptuelles deviennent conditions pour la présence de la liberté. Donc la liberté serait limitée aux sujets qui ont cette typologie de capacité. Merci beaucoup de cette question. Ma réponse aux physiologistes
qui prennent au sérieux l'expérience de Libet. Donc, ma réponse à ces physiologistes est plus particulière. La réponse est le grand résultat de cette expérimentation était que le readiness potential précède le moment où on prend la décision. Et c'est une expérience qui a été répétée souvent et ces répétitions ont confirmé les résultats de Benjamin Libet. Mais la réponse est simplement que la cause de ce décalage temporel peut bien être la décision prise par les sujets d'expérience à participer à cette expérience et la décision de prêter attention à la montre, à l'horloge ou à l'appareil avec lequel on peut mesurer le temps en millisecondes. C'est-à-dire, je me prépare à cette expérience et cette préparation peut être la cause du décalage temporel entre le readiness potential et le moment de la décision. Donc on doit se représenter cette expérience globalement et on ne peut pas simplement se concentrer sur l'événement particulier dans lequel une décision est prise. Ce n'est pas ma réponse, c'est une réponse assez bien répandue dans la littérature sur l'expérience de Benjamin Libet. Je me suis appuyé ici sur un livre d'Eliezer Sternberg, un livre anglais qui traite de ces problèmes. Quant aux conditions qui sont nécessaires pour la liberté et qui relèvent de la théorie de la conscience, je voudrais dire que la phénoménologie, la tradition phénoménologique, a ici un réservoir dans la théorie de la conscience qui n'a pas encore été bien utilisé dans les débats cognitivistes sur la conscience. Il y a donc, vous savez que la psychologie avait un tournant cognitiviste dans les années 50, et c'était un tournant qui résultait d'une insatisfaction qu'on éprouvait par rapport à la psychologie behavioriste. Parce que c'était le comportement qui a été étudié et non pas la conscience. Et on voulait étudier plutôt la conscience. Mais le cognitivisme a engendré une certaine insatisfaction au début des années 90, encore une fois, parce que c'était plutôt l'ordinateur, les programmes de l'ordinateur, c'était la computation qui était au centre de la psychologie cognitiviste et ce n'était pas la conscience. Alors, encore une fois, la conscience devrait être étudiée. Et en effet, au milieu des années 90, il y avait quelques penseurs qui ont mis en avant une théorie de la conscience, David Chalmers, par exemple, dans le flux du cognitivisme. Donc, David Chalmers veut rompre avec le cognitivisme en un certain sens, mais
sans rompre avec le naturalisme. Ce sont des lois naturelles, tout à fait particulières, qu'il cherche pour éclaircir la conscience. Mais dans les 15 ans qui nous précèdent maintenant et qui suivaient après cette nouveauté de David Chalmers, à vrai dire, il y a beaucoup de manuels de la psychologie cognitiviste et il y a dans ces manuels déjà un chapitre sur la conscience. Mais à vrai dire, ce chapitre est presque totalement vide encore aujourd'hui. Donc la conscience est encore un grand problème pour le cognitivisme, surtout si la conscience ne peut pas être réduite à l'émotion, à l'émotivité, à la subjectivité, mais la conscience englobe aussi tous les accomplissements cognitifs. Donc si on n'accepte pas la distinction entre le psychologique et le phénoménologique au sens de David Chalmers, il y a certains penseurs qui ne l'acceptent pas. En phénoménologie, c'est Tanzara Ambis, Sean Gallagher, Evan Thompson et quelques autres qui essayent d'introduire un dialogue entre la phénoménologie et le cognitivisme et de développer une théorie de la conscience qui peut bien s'appuyer sur la phénoménologie de Husserl. Sur la phénoménologie de Husserl. Je ne peux pas résoudre ce problème, donc c'est un problème. Quelle est la condition majeure au terme d'une psychologie cognitive ou phénoménologique qui est nécessaire pour la liberté? C'est tout à fait probable, naturellement, qu'une pensée propositionnelle est une des conditions nécessaires. Mais je ne crois pas qu'elle soit aussi bien une condition satisfaisante toute seule. C'est tout à fait probable qu'un trait anthropologique de l'homme est nécessaire ici. Le trait anthropologique qui a été accentué déjà par Heidegger, par Plessner et d'autres anthropologues allemands dans les années 20 et 30 du siècle précédent. Et c'est le trait que l'homme tout seul peut se rapporter au monde et non seulement à son environnement. L'animal se rapporte à son environnement, l'animal se rapporte à l'univers et c'est l'homme tout seul qui se rapporte au monde aussi bien. Et je crois que c'est absolument nécessaire pour que le monde soit libre. Mais ce sont seulement des contributions à ces questions et ce ne sont pas la véritable et unique réponse qu'on devrait donner. Bon, tout d'abord un grand merci pour un sujet franchement passionnant et aussi pour nous avoir exposé ce sujet avec la calme qu'il exige. Et je voudrais poser une petite question par rapport à la deuxième partie de votre exposition où vous avez proposé le concept de l'appel comme alternative au concept qu'ancien pouvait voir, comme concept qui explique l'occasion de la liberté. Et il y a un passage de l'Apocalypse qui dit à peu près le suivant, et c'est les grands chefs qui parlent, ou les grands juges, ça dépend comment on veut le voir, c'est dit à peu près, et je connais tes sourds, tu n'es ni chaud, c'est-à-dire, je connais tes sourds, tu n'es ni chaud ni froid. Puisses-tu être chaud ou froid, mais tu es tiède. Et parce que tu es tiède et tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai de ma bouche.
Et je vous cite ces passages parce qu'il me semble que le concept, par exemple, d'indifférence appartient au champ sémantique du concept de l'appel. Dans cette citation, il y a quelque chose de très frappant, c'est les grands juges qui disent plus grave que de ne pas savoir, que d'avoir choisi le mal, c'est de n'avoir pas choisi aucun des deux, d'avoir resté, pour ainsi dire, indifférence à l'alternative, indifférence à l'appel. Moi, je me demande si ce concept d'indifférence ne pourrait pas réintroduire dans le schéma que vous nous proposez un élément inexplicable, c'est-à-dire aussi inexplicable que la possibilité de choisir le mal dans le schéma kantien. Quel concept d'indifférence? Oui, l'indifférence, c'est-à-dire parce que vous avez bien marqué ce point, c'est-à-dire l'appel, il exige la prise de parti, disons, d'un côté ou de l'autre. Est-ce qu'il n'appartient pas à la notion d'indifférence, c'est-à-dire le respect? Oui, je comprends maintenant la question. Je comprends maintenant la question, mais je crois que c'est un malentendu quand même. Et donc, je n'accepte aucune indifférence ici. Et j'en ai parlé. Et je dois trouver le passage peut-être là. Oui, c'est ici. Et donc, localisé dans un champ d'appel concurrent qui, dans des situations concrètes, ne cesse d'entrer en conflit les uns avec les autres. La liberté comme capacité à choisir et à prendre une décision n'a rien à voir avec l'indifférence du libre arbitre, au sens cartésien du mot. Elle ne reste pas indifférente par rapport aux appels concurrents. Ils la concernent sans exception, ils aspirent tous à la déterminer, etc. Donc, il n'y a aucune indifférence. La grande différence entre le devoir et l'appel est que le devoir essaie de contraindre le désir. Donc il y a une opposition chez Kant entre le devoir et le désir. Et c'est un trait stoïque chez Kant. Kant s'inspirait de l'ouvrage de Cicéro dans sa philosophie pratique, à savoir De Officiis de Cicéro, et c'était cette source de Kant qui avait pour conséquence que l'éthique de Kantien assumait une certaine forme stoïque. Et cette opposition stoïque ne me semble pas être acceptable à l'époque post-nichéenne, je voudrais dire. Donc, c'est pourquoi j'essaie de surmonter l'opposition entre le devoir et le désir. Et l'appel est un terme qui se prête à notre considération si nous adoptons cette voie ou si nous essayons véritablement de surmonter l'opposition entre le devoir et le désir. Mais l'appel doit être interprété comme une source de normativité. Je voudrais dire, l'appel est une source de normativité. Une source de normativité au sens de Christine Korsgaard. Ce n'est pas l'unique source de normativité, mais l'une des sources de normativité. L'autre source de normativité est la liberté comme causalité partielle. Alors,
merci à tout le monde, merci aux orateurs. On a cette salle seulement jusqu'à 8h si j'ai bien compris, donc il faut se terminer. Et on continue avec atelier 1 et 2 demain. Alors, merci.